Les clés et le cure-dent. J'ai 2 amis, Jean et Jacques. Ils se connaissent peu, se voient rarement entre eux. Mon ami Jean me dit hier: je suis allé voir Jacques chez lui pour une affaire importante qui fait l'objet de mes réflexions depuis plusieurs années et dans laquelle il peut m'être utile. Il m'a reçu dans son cabinet, m'a offert une chaise et prié de lui exposer ce que je désirais. Il sortait sans doute de table, car à l'instant où je commençais l'explication de cette entreprise, dont l'organisation m'a coûté tant de recherches et de tracas, il tira de la poche de son gilet un tuyau de plume d'oie taillé en cure-dent, l'introduisit lentement dans sa bouche, et, de sa pointe, se mit à gratter, piquer, cliqueter, aux plus lointaines de ses molaires. Peu à peu, ses traits avaient pris une telle expression d'absence lointaine qu'il m'arriva plusieurs fois de m'arrêter de parler, en me demandant s'il était nécessaire que je continuasse devant un si étrange auditeur. Les yeux, tantôt grands ouverts, semblaient suivre, dans son imagination, les allées et venues de la pointe de son cure-dent, et tantôt il clignotait langoureusement, ainsi jusqu'à l'audition d'une douce musique. Avec de menues touches délicates, il revenait toujours à caresser, dans quelque caverneux chicot, un endroit plus sensible et dont le contact lui plaisait en le faisant souffrir. J'avais beau, moi, redoubler la force de mes expressions, la clarté de mon exposition, la simplicité de mon vocabulaire, reprendre mes arguments sous un jour nouveau, résumer les points importants, il semblait ne pas m'entendre. Et ma foi, je dois bien le dire, il était devant moi comme un enfant, qui, l'index dans le nez, s'accroche un gros loup et ne cessera que lorsqu'il aura la chose au bout du doigt. Oui, je le vis maintes fois commencer le geste, qu'il n'arrêtait qu'à la réflexion de mettre sous ses yeux les parcelles repêchées au creux de ses mâchelières. Je vous avouerai que j'ai trouvé cette distraction, chez un homme de sa valeur, lamentable. Et vraiment, il me fallut du sang-froid quand il voulut m'exprimer ses objections pour ne pas lui dire qu'il n'avait rien compris à mon affaire, et pour cause. Est-il tous les jours ainsi, ou ai-je la chance un autre moment de le toucher plus vivement? Et quelques minutes plus tard, mon autre ami me contait sa rencontre. J'ai vu Jean tantôt, il est venu chez moi. Je ne le connaissais guère. Voilà un homme étrange. À peine s'était-il assis et avait-il commencé de parler, qu'il saisit dans son gousset un anneau chargé de clés. Il ne le lâcha plus durant les 20 grosses minutes où il fut dans mon cabinet, et je veux affirmer qu'il exécuta pendant ce temps le maximum de combinaisons que pouvait fournir l'arrangement de ses ferrailles. C'était curieux de le voir passer à l'aveuglette les plus petites clés par l'anneau des plus grandes, les disposer par rang de taille, opposer les grandes aux petites, puis, subitement, tout recommencer à l'envers. En vérité, c'est là un homme adroit de ses mains. Mais quelle idée se fait-il des affaires, bon Dieu? À quoi sa perlipopette pouvait rimer l'étonnant assemblage de propositions qu'il m'exposa? Maintes fois, ayant pitié de votre pauvre ami, j'essayais de mettre debout ces tronçons d'idées. Oui, de clarifier à son propre usage le sujet de cette extraordinaire conversation d'un homme jouant avec ses clés. Je vous avoue qu'il ne sembla guère me comprendre lui-même plus que je ne l'avais compris. Pourtant, vous me vantiez naguère ce Jean pour son esprit remarquable. Quoi? Est-il tous les jours d'une distraction si originale? Dites-moi franchement, croyez-vous que je ne perde pas mon temps à prétendre, une fois encore, lui redresser par écrit la construction dégingandée de ses projets? On connaît fou nourri de crème, on connaît tout, hormis soi-même.